Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour puisque nous démarrons le cycle sur les philosophes empiristes anglais. C'est un sujet que vous avez demandé depuis longtemps et donc ça y est, cette fois nous allons parler de Francis Bacon, de Thomas Hobbes, de John Locke, de George Berkeley, de David Hume, tous ces grands philosophes empiristes anglais qui sont, c'est vrai, moins connus que nos grands philosophes français ou allemands et qui méritent d'être mieux connus. Alors, en introduction à ce cycle, je voudrais replacer cet empirisme anglais dans le contexte de l'époque, qui est la naissance de la philosophie moderne. Nous sommes à partir du XVIe siècle, dans la naissance de cette philosophie moderne, qui va prendre essentiellement trois directions. Trois directions qui seront ensuite évidemment développées par les penseurs du XVIIe et par les philosophes du siècle des Lumières, au XVIIIe siècle. Ces trois courants permettent de comprendre trois manières d'appréhender le monde, d'appréhender l'homme, qui sont assez spécifiques aussi de mentalité. Ça permet de mieux comprendre peut-être pourquoi l'empirisme s'est surtout développé outre-Manche, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, disons dans cette grande sphère anglo-saxonne, parce que probablement cet empirisme correspond à une mentalité, à un trait de l'esprit anglais. J'y reviendrai. Alors, ces trois directions de la philosophie moderne, c'est d'abord le rationalisme. Le rationalisme, on le trouve surtout en France et en Allemagne. Alors, les grands représentants du rationalisme, on les connaît bien, c'est Descartes, c'est Spinoza, c'est Leibniz. Le rationalisme est basé sur l'idée que on peut connaître la structure du réel, la structure du monde, de l'homme, à partir des purs principes de la pensée. De la raison, bien sûr, ce qui va donner le rationalisme, mais de manière plus vaste, les principes de la pensée. Et ils estiment qu'il existe dans le monde un ordre logique, un ordre mathématique, un ordre logique, qui rend possible ce qu'on va appeler la connaissance déductive, la déduction, c'est-à-dire le fait de partir de principes généraux, de grandes idées générales, universelles, pour petit à petit voir vers le monde concret comment ces grands principes généraux s'appliquent dans la multiplicité du singulier et du particulier. C'est ça la déduction. On part du général pour arriver au particulier, au singulier. On déduit à partir d'axiomes ou d'idées universelles ce qui peut s'appliquer au singulier. Alors, il est vrai que le modèle de ce rationalisme, c'est la méthode mathématique, qui va être évidemment la méthode exemplaire, la méthode mathématique, qui déduit à partir de quelques axiomes ou postulats considérés certains, considérés sûrs. Donc, évidemment, il va y avoir des variantes, de multiplicité de courants à l'intérieur de ce rationalisme. Par exemple, Descartes considère qu'il y a deux grandes substances dans le monde et dans l'homme. Il y a l'esprit
et puis le corps. Pour Spinoza, ce sera un petit peu différent. Il va y avoir une substance, il va concevoir l'univers comme la nature. Et chez Leibniz, on va avoir une pluralité de substances qui sont entièrement réglées par Dieu. Donc, dans le cas de ces trois grands représentants, Descartes, Spinoza et Leibniz, on a un rationalisme empreint de spiritualité, quelque part, un rationalisme métaphysique. Et au fil des siècles, bien entendu, le rationalisme va développer des courants beaucoup plus éloignés de Dieu, où Dieu sera même parfois complètement exclu de l'univers, et on va avoir un rationalisme, disons, pur et dur, qui ne compte que sur la raison pure, mais la naissance du rationalisme est à une époque où on ne peut pas exclure Dieu de la réflexion. Deuxième grand courant, c'est celui qui va nous intéresser à partir de maintenant, c'est l'empirisme. L'empirisme qui va donc surtout se développer en Angleterre. Donc de Francis Bacon jusqu'à David Hume, en passant par Hobbes, Locke, Berkeley, l'empirisme considère que le fondement de la connaissance se trouve pas du tout, pas de manière dominante dans la pensée, mais dans l'expérience sensible. C'est-à-dire l'expérience du monde concret, du monde physique, du monde de l'expérimentation. Donc pour les empiriques, ne sont réels que les objets singuliers, c'est-à-dire ce que nous pouvons percevoir par nos sens, dans la multiplicité de ces objets et de ces phénomènes, et ce sera le point de départ de leur méthode qui va s'opposer à la méthode déductive des rationalistes, qui sera à l'envers, et qu'on va appeler la méthode inductive, c'est-à-dire le fait de partir du particulier ou du singulier pour remonter pas à pas à travers la méthode qu'on va développer tout à l'heure, la méthode inductive, de remonter jusqu'aux causes, jusqu'au général, si on peut. Donc, bien entendu, l'empirisme n'exclut pas la raison, mais la raison est davantage un outil, justement, pour cette méthode inductive, et elle n'est pas posée comme un élément essentiel, ou premier, comme pour les rationalistes. Troisième grand courant, l'idéalisme, qu'on va trouver donc surtout avec nos philosophes allemands, avec Kant, Fichte, Schelling, Hegel, bien entendu. Donc ce sont ces philosophes idéalistes que nous étudierons un petit peu plus tard dans l'année. Et cet idéalisme considère que la nature ultime de la réalité repose sur l'esprit. Donc là, c'est une autre notion que celle de la raison, l'esprit, c'est-à-dire une forme abstraite de la pensée, et il considère que le réel repose sur l'esprit ou sur des représentations mentales. C'est ce qu'on va trouver par exemple avec Kant, avec ces catégories qu'il va appeler a priori, c'est-à-dire qui sont posées comme existantes, comme même préexistantes, et sur lesquelles il n'y a pas de remise en cause de l'existence de ces catégories ou de ces jugements a priori. Idéalisme aussi, parce que, bien entendu, cela va donner, au moins pour l'homme, cette idée qu'il lui faut tendre vers un état ou une vision peut-être éloignée, peut-être un peu abstraite, mais qui doit inspirer et qui doit nourrir l'envie de l'homme de se rapprocher de ce monde, en fait, des origines, de ce monde des archétypes. Alors, évidemment, par exemple, nous venons d'étudier des dialogues de Platon. Bon, Platon, pour l'Antiquité, même si ces courants à l'époque n'existent pas en tant que tels, se rapprocherait beaucoup plus de ce courant idéaliste et aussi un peu rationaliste
que du modèle ou du courant strictement empirique, même si Platon va aussi utiliser la méthode inductive, comme on l'a vu, pour partir du monde sensible, pour remonter pas à pas jusqu'au monde des archétypes, mais c'est vrai qu'il y a une dominante peut-être dans la vision platonicienne de la méthode déductive par rapport à l'existence de ces principes, de ces archétypes qui structurent le monde et l'homme. Et cette existence, bien entendu, de principes archétypes ne peut pas être prouvée de manière très simple, de manière expérimentale. C'est vraiment presque un postulat de penser que ces éléments existent. Alors, je vous rappelle aussi, donc, outre ces trois courants de la philosophie moderne, qui vont évidemment se diviser en multiplicité de variantes et de sous-courants, et ce sera vrai aussi pour l'empirisme, c'est-à-dire chaque philosophe va développer sa couleur à l'intérieur de ce courant. Il faut se rappeler aussi ce contexte très particulier du XVIe siècle, où la philosophie retrouve son indépendance face à la théologie, c'est-à-dire que la philosophie, à ce moment-là, n'est plus ou ne veut plus être la servante de la théologie, selon l'expression consacrée qu'elle avait au Moyen-Âge, où la philosophie servait les buts de la théologie. Là, elle veut reconquérir son autonomie par rapport à la théologie. Donc les philosophes ne sont plus des théologiens comme c'était le cas au Moyen-Âge, et la philosophie se laïcise, et il n'est pas rare qu'elle s'exprime en langue vulgaire, en langue populaire, en français, en allemand, en anglais, même si le latin conserve encore une valeur certaine, et surtout de langue internationale, de langue de communication, puisque, pas oublier qu'à cette époque, les idées circulent beaucoup en Europe. Donc les XVIe et XVIIe siècles restent cependant profondément religieux, même si la chrétienté se déchire. Et de cet affrontement religieux résulte la notion qu'il n'existe en fait pas de système garantissant la vérité. Puisqu'on voit un affrontement de croyances, de dogmatisme, parfois même de fanatisme. Et donc, les dogmatismes s'affrontent, et c'est le scepticisme qui creuse sa voie dans les esprits du temps. Montaigne, avec sa vision justement sceptique, montre bien ce besoin qui se fait jour de manière très claire au XVIe siècle de nouveaux modes de connaissance. Il faut rebâtir, refonder la connaissance, puisque les fondements religieux sur lesquels cette connaissance s'est appuyée pendant tout le Moyen-Âge, eh bien, ont fait leur temps peut-être, et il faut refonder quelque chose. L'utilisation des mathématiques, les nouvelles méthodes d'observation conduisent aussi à ce moment-là une rupture dans les sciences de la nature. À cette époque, se produit une foule de découvertes scientifiques. Il y a bien sûr la lunette astronomique mise au point par Galilée, mais pas seulement. On commence à percevoir l'infini, l'infiniment grand, l'infiniment petit, avec les microscopes, avec tous ces outils qui permettent de passer d'un monde clos, un peu hermétiquement clos et replié sur lui-même, à un univers infini. C'est ce que les philosophes de la Renaissance ont particulièrement bien vu. Ils étaient pionniers, précurseurs dans cette vision, avec notamment Nicolas de Cuse, qu'on a bien étudié, et évidemment Giordano Bruno, qui a développé cette idée d'une infinité de mondes infinis. Ce qui, évidemment, à son époque, n'a pas été accepté par l'Église, mais qui a maintenant une vision qui, étant appuyée par des observations rationnelles, scientifiques, est obligée de se développer. On ne reviendra plus en arrière. Donc l'invisible se met à déborder le visible de toutes parts. Socialement aussi, il y a des bouleversements, puisque l'époque est dominée par la montée de la bourgeoisie,
que favorise le développement économique. Ce sont les débuts de la révolution industrielle et ce progrès économique est accompagné par des théories, des courants qui prônent le libéralisme, qui en tant que théorie économique réclament la liberté de l'industrie et du commerce. Pour favoriser les échanges, il y a cette fameuse devise qui a été très célèbre, qui l'est encore aujourd'hui, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui par rapport justement à la crise économique que nous traversons, le fameux laisser-faire, laisser-passer. Cette idée que vont développer justement un certain nombre d'économistes anglo-saxons qui vont développer ce libéralisme, et c'est en relation avec l'empirisme philosophique où on a une grande confiance dans le mécanisme des marchés, avec cette confrontation de l'offre et de la demande qui fait que il n'y a pas besoin d'intervenir, tout va se rééquilibrer ou s'équilibrer de manière naturelle. Cette fameuse main invisible de l'économiste Adam Smith, qui imprègne encore beaucoup aujourd'hui les mentalités des économistes anglo-saxons. On définit aussi au niveau politique un certain nombre de fondements philosophiques des droits de l'individu face à l'État. Et en Angleterre, il y a vraiment un esprit pionnier dans ce domaine, puisque d'importants textes de loi sont mis au point pour garantir les libertés du citoyen. On a l'Habeas Corpus, par exemple, qui est écrit en 1679, la Déclaration des droits en 1689. Donc vous voyez, on est un siècle avant la Révolution française, et les anglo-saxons donc, sont très visionnaires en Europe par rapport à ce besoin de formuler, de formaliser ces droits des individus. Bon, voilà, c'est en guise d'introduction à ce cycle sur l'empirisme, pour le remettre dans le contexte du développement de la philosophie moderne, avec ces courants qui vont se développer, et le contexte scientifique, économique, politique de l'époque, qui est une période extrêmement troublée, comme nos philosophes empiristes anglais vont nous le montrer. Alors, qu'appelle-t-on empirisme ? On parle des philosophes empiristes anglais. Qu'est-ce que l'empirisme ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un adjectif, on dit c'est empirique, c'est souvent vu de manière un tout petit peu péjorative, et on essaiera de comprendre pourquoi. L'empirisme, le mot empirisme vient du grec emperia, E-M-P-I-R-I-A, qui veut dire expérience. Donc l'empirisme, c'est une doctrine philosophique selon laquelle l'expérience sensible, l'expérience concrète, est à l'origine de nos connaissances. Donc, c'est une doctrine qui va privilégier l'observation des faits, des phénomènes, et les empiristes, en général, se méfient, comme on l'a vu, des déductions abstraites de la raison. Et ils font beaucoup plus confiance à l'induction, c'est-à-dire au fait de partir des faits, des expérimentations, des expériences, pour en tirer éventuellement des conclusions et des observations plus générales. Donc, les principaux représentants sont britanniques. On a Roger Bacon au XIIIe siècle, qui va être vraiment le précurseur médiéval de l'empirisme. On a Francis Bacon, on a Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume, qui sont les plus connus, il y en a bien d'autres. Et l'empirisme, c'est vrai, souvent considéré comme un trait de l'esprit anglais. Un trait de l'esprit anglais, puisque cet esprit anglais, même si nous ne sommes pas très loin, il n'y a que la Manche qui nous sépare, eh bien, cet esprit anglais est souvent caractérisé par, bien entendu, l'insularité, mais ça c'est, disons, de manière un peu générale, mais par cette priorité absolue donnée aux faits, ce qu'on appelle le pragmatisme, un relativisme aigu, un sens pratique, une certaine méfiance envers l'intelligence, et ce que nous avons de ce côté-ci de la Manche, parfois beaucoup de mal à comprendre,
nous, Français notamment, qui aimons beaucoup ce rationalisme, mais aussi cette prétention à l'universalité, hein, ce goût de l'absolu, ce culte de l'abstraction qui va souvent devenir un certain intellectualisme, hein, abstrait, et ce que nos amis anglais jugent souvent comme de l'arrogance, hein, ou comme une volonté d'étendre cette vision à tout l'univers, et beaucoup trop d'abstraction. C'est pour ça que nous avons une méconnaissance et une incompréhension de part et d'autre, puisque nous les jugeons trop pragmatiques, souvent trop relativistes, hein, trop hypocrites, hein, parfois dans leur manière de faire, et eux nous jugent beaucoup trop arrogants et universalistes. Alors il est vrai que l'anglicité, en matière de philosophie, eh bien, s'intéresse beaucoup aux détails, et on va trouver donc cette méthode inductive qui part du singulier pour s'élever jusqu'au général comme vraiment un fil conducteur de leur vision. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans ce monde anglo-saxon, la philosophie a un statut différent de celui qu'elle a par exemple chez nous en France ou même en Allemagne. Il y a une spécificité anglaise. Dans l'ère culturelle anglaise, la philosophie représente une composante culturelle plutôt faible, c'est-à-dire qu'elle est réduite au minimum en termes d'importance dans la psyché collective. On le voit dans le sens où le philosophe ne bénéficie pas d'un réel statut, il n'a pas cette aura, cette image de penseur, et cette image positive, hein, de penseur qu'il peut avoir de ce côté-ci de la Manche. Dans l'ère anglaise, on peut dire que la philosophie est souvent considérée comme une menace contre les postulats politiques, économiques et religieux établis. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la philosophie va s'adapter à la matrice culturelle existante, et elle va s'ancrer dans des préoccupations matérielles, afin que la pensée n'aille pas se perdre dans des réalités trop abstraites. Et ça, c'est vraiment intéressant de constater que cette tradition philosophique anglaise, qui sera ensuite anglo-saxonne, qui va se retrouver aux États-Unis, va épouser la réalité empirique et matérielle. Et ceci donc s'observe évidemment dans le courant de l'empirisme, courant philosophique de l'empirisme, qui va beaucoup développer l'aspect politique, l'aspect politique vraiment concret, mais aussi on le trouve dans d'autres courants, à la limite entre la philosophie, l'économique, le social, qui est l'utilitarisme par exemple, la vision utilitariste qui va être développée par Jeremy Bentham par exemple, ou le libéralisme économique. Avec Adam Smith, avec John Stuart Mill, qui sont des penseurs vraiment caractéristiques de cet esprit anglais, de cet esprit philosophique anglais qui veut coller vraiment à la matrice empirique et matérielle du monde. Donc l'empirisme du XVIIe puis du XVIIIe siècle sera évidemment une réaction aussi contre le rationalisme cartésien, qui va se développer en France notamment, et les réactions empiristes serviront d'aiguillon aussi pour les philosophes rationalistes. Je citerai tout à l'heure la grande controverse qu'il y a eu entre Hobbes et Descartes, qui montre bien ce clivage entre empirisme et rationalisme, et l'incompréhension de beaucoup de représentants de ces deux courants vis-à-vis des autres. Donc l'objectif de ce cycle sur les empiristes, c'est d'essayer de mieux comprendre, de mieux connaître cet empirisme anglais qui nous est assez étranger. C'est pas que nous connaissons parfaitement tous les philosophes rationalistes ou idéalistes, mais nous y sommes plus familiers, puisqu'ils vont développer ce goût pour l'abstraction, pour l'universalité qui nous plaît.
et ils font davantage partie de notre matrice culturelle et philosophique, si je puis dire. Donc ils méritent, ces empiristes anglais, ils méritent d'être mieux connus. On va essayer justement de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la vision rationaliste et idéaliste. Alors, pour faire le lien avec ce que nous avons vu la semaine dernière nous étudions le dialogue platonicien du Théétète, et c'était pas fait exprès, mais il est vrai qu'on peut faire un lien entre ce que nous avons vu la semaine dernière avec le Théétète et aujourd'hui, cette introduction sur l'empirisme, puisque on pourrait faire remonter la démarche empiriste à nos deux grands sophistes et philosophes que nous avons évoqués la semaine dernière, qui sont Protagoras et Héraclite. Parce que vous vous rappelez, dans le Théétète, il y a ce jeune mathématicien, ce jeune scientifique, Théétète, à qui Socrate demande de définir la science, et qui va répondre « la science, c'est la sensation ». La science, c'est la sensation, puisqu'il est formé, ce Théétète, par un maître qui s'appelle Théodore, qui lui-même est un ami proche de Protagoras et d'Héraclite. Et à cette occasion, Platon va faire une critique en règle de ces deux visions qu'il va juger insatisfaisantes, qui sont d'une part le relativisme de Protagoras, vous vous rappelez, qui dit « l'homme est la mesure de toutes choses, donc telles que les choses t'apparaissent, elles sont, telles que les choses m'apparaissent, elles sont », c'est-à-dire la subjectivité de la vision de chacun. Et puis, ce qu'on appelle le mobilisme d'Héraclite, c'est-à-dire le fait que comme tout est toujours tout en mouvement, tout change, tout se transforme, eh bien, il n'y a rien de sûr que la science puisse aborder. Et donc, on pourrait dire que l'empirisme, qui va se développer donc à partir du XIIIe, XIVe siècle, pour les premiers, pourrait être des résurgences de cette vision antique, déjà très développée, de Protagoras et d'Héraclite, dans le sens de se méfier des généralisations et de trouver dans la sensation, dans le monde sensible, dans l'expérimentation, la source de la connaissance. Donc c'est la sensation, le monde sensible, c'est aussi l'expérience. Et il y a un petit texte que je vais vous lire de John Locke, qui est un des grands représentants de l'empirisme anglais, et qui va être l'auteur du texte canonique de l'empirisme anglais, c'est-à-dire le texte de référence, le texte incontournable de l'empirisme anglais, qui s'appelle « Essai philosophique sur l'entendement humain ». Et dans ce texte, Locke écrit ceci. « Supposons, écrit Locke, qu'au commencement, l'âme est ce qu'on nomme une table rase. » En anglais, on va trouver l'expression de white paper, le papier blanc, table rase. Table rase vide de tout caractère, sans aucune idée quelle qu'elle soit. Comment vient-elle à recevoir ces idées ? D'où puissent-elles ces matériaux qui sont comme le fond de tous les raisonnements et de toutes les connaissances ? À cela, je réponds en un mot, de l'expérience. Alors, vous voyez, ceci nous ramène aussi à ce que nous avions vu la semaine dernière sur la notion de l'âme comme table de cire, tablette de cire, sur laquelle on va trouver un certain nombre d'empreintes, d'idées, de souvenirs, la source de la réminiscence. Et là, avec cette image de la table rase de Locke, on a vraiment un autre concept. Donc les éléments de connaissance, les éléments qui construisent l'individu, vont se bâtir au fur et à mesure des sensations et donc de l'expérience, sans qu'il n'y ait aucun élément préalable ou de mémoire de ceci. Voilà, ma petite introduction étant faite, on va maintenant se lancer à l'étude de ces empiristes anglais, avec deux précurseurs, homonymes d'ailleurs, c'est amusant, Roger et 3 siècles plus tard, Francis Bacon. Alors, Roger Bacon, il n'est malheureusement peu connu, et pourtant il est très intéressant.
Ces dates, c'est 1214-1294. Donc nous sommes en plein XIIIe siècle, à l'époque donc, où nous avons saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, le summum de la théologie médiévale scolastique. Et Roger Bacon, lui, va être le précurseur médiéval de l'empirisme anglais. C'est un esprit original, frondeur, et il va signer avec son œuvre Opus Majus, grande œuvre, l'un des premiers manifestes de la résistance anglaise contre les abstractions de la pensée spéculative. À une époque où nous, en France, nous sommes avec la somme théologique de Thomas d'Aquin dans ce qui peut être le summum de la littérature aristotélicienne, la littérature scolastique médiévale, eh bien Roger Bacon, lui, commence à trouver que tout ça est vraiment trop abstrait, trop spéculatif, trop éloigné, en fait, des préoccupations de l'homme. Et donc, il souhaite un retour aux données concrètes de l'expérimentation, à une époque où la philosophie voit dans le raisonnement, nourri par la religion, l'outil privilégié du savoir. Et donc, il est le premier à enseigner à Paris. Il enseigne à Paris quand même, donc dans la gueule du loup. Il est le premier à enseigner à Paris toutes les œuvres d'Aristote, y compris la fameuse philosophie de la nature d'Aristote, qui était interdite 20 ans plus tôt par l'Église, puisque bien entendu cette philosophie aristotélicienne pensait le monde comme éternel, contredisant le principe chrétien d'une création du monde. Donc il a le courage d'enseigner toutes les œuvres d'Aristote, puisqu'en fait ce qu'on voit, et ça on y reviendra tout à l'heure, dans cet empirisme anglais, c'est que c'est une volonté de revenir à Aristote lui-même, de revenir au principe premier de la philosophie d'Aristote, qui lui-même avait initié la méthode inductive, en se débarrassant de toute ces siècles de scolastique médiévale qui étaient des commentaires et du commentaire et des exégèses, des œuvres d'Aristote, et à la fin on a perdu de vue la fraîcheur et la puissance de l'œuvre d'Aristote. En plus, là maintenant, nous sommes à une époque où on peut redécouvrir Aristote dans la langue grecque originelle, sans avoir à passer par les traductions en arabe ou en latin. Donc, cette volonté des empiristes anglais est non pas de faire table rase, pas du tout, mais de revenir à la puissance de la vision première d'Aristote. Et donc, pour Roger Bacon, la vérité a trois sources: l'autorité, le raisonnement et l'expérience. Mais comme il dit, seule l'expérience peut apporter la certitude. Donc ce n'est pas une négation de la raison, du raisonnement, de la logique, bien entendu, mais seule l'expérience peut apporter la certitude. L'expérience, quand elle rapporte à leur cause les faits observés. Et là, nous avons une définition de la méthode inductive, de rapporter à leur cause les faits observés. Seule l'expérience peut apporter la certitude. Et donc il va prôner, il va lui-même faire preuve d'un enthousiasme total pour l'expérimentation, et ceci va annoncer la science moderne. Donc Roger Bacon, c'est un nom à retenir, puisqu'il va être le précurseur de l'empirisme anglais. Et il sera donc repris 3 siècles plus tard, un peu plus de 3 siècles plus tard, par son homonyme Francis Bacon. Francis Bacon, lui, il est beaucoup plus connu, et il est considéré comme un des pionniers de la pensée scientifique moderne, le père, dit-on, de la philosophie expérimentale et le père de l'empirisme moderne. Là, cette fois, ça y est, on est de plein pied dans l'époque moderne. Ces dates, Francis Bacon, c'est 1561-1626. Donc, vous voyez, plus de 3 siècles après Roger Bacon, 1561-1626, et donc il est le père de l'empirisme moderne. Et donc dans les manuels, les livres consacrés à l'empirisme anglais, eh bien, on commence souvent
par l'étude de Francis Bacon. Descartes reprendra d'ailleurs plusieurs de ses idées, et ce qui est intéressant, c'est qu'il étudie à la fois en Angleterre, mais aussi à Paris. Ce qui est quand même une des caractéristiques aussi d'un certain nombre de philosophes empiristes anglais, c'est de ne pas s'être cantonné à leur île, mais d'être venu aussi à Paris. Donc, qu'est-ce que fait Bacon? Lui, il cherche à dégager la connaissance humaine de l'autorité accordée à Aristote par les universités. C'est là aussi une révolte contre les excès d'abstraction de la scolastique médiévale. Il dit « Le savoir dérivé d'Aristote ne montera pas plus haut que le savoir qu'Aristote avait. » Donc, comme je vous disais tout à l'heure, abandonnons tous ces commentaires de plus en plus lourds et ces argumentations très rébarbatives à partir d'Aristote. Revenons à Aristote lui-même. Il reproche aux hommes de s'être enfermés à la fois dans les cellules de monastères et dans l'étude d'un tout petit nombre d'auteurs, en tout état de cause dans un savoir livresque. C'est ça qu'il reproche à la scolastique médiévale, c'est d'être devenu un savoir livresque au lieu d'explorer et d'étudier la nature, comme Aristote l'avait si bien fait. Et donc, pour parvenir à une connaissance juste de la nature des choses, l'homme doit d'abord se libérer de tous ces préjugés qui font obstacle à une connaissance objective. Alors ça sera vraiment un des éléments fondamentaux de la pensée de Francis Bacon, qui est vraiment très intéressant, qui n'a rien perdu de sa fraîcheur et de son actualité, c'est d'essayer de voir quels sont les obstacles qui nous empêchent pas d'arriver à une totale objectivité, parce que ça c'est impossible, mais à moins de subjectivité. Donc, d'après Bacon, nos théories scientifiques sont construites en fonction de la façon dont nous voyons les objets. C'est-à-dire, nos théories, tous scientifiques, qu'elles soient, restent totalement subjectives. Donc, entachées vraiment d'erreurs, entachées de partialité, entachées de toutes les illusions et les conceptions erronées que nos sens nous font parvenir. Donc l'être humain est biaisé dans sa déclaration d'hypothèse. Il va donc reprendre et développer la théorie de son vieil homonyme, donc Roger Bacon, qui considérait déjà, lui, à son époque, que la connaissance rencontrait des obstacles. Francis Bacon, lui, va parler de distorsion, et il y a ce terme en latin qui va être employé par Francis Bacon, qui est le mot d'idola. En latin, idola, qu'on a souvent traduit par idole, mais bon, ça fait référence à un autre concept d'idole qu'on a en général par rapport au monde religieux et qui n'est pas forcément la meilleure traduction. Traduisons plutôt idola par illusion. C'est-à-dire ce qui nous fait croire que le monde est tel alors qu'il est autre. Et donc, Francis Bacon va développer dans son œuvre qu'il va appeler Novum Organum. Vous voyez, c'est très intéressant. Novum Organum, c'est-à-dire la nouvelle œuvre de logique, faisant référence à l'œuvre d'Aristote, l'organon. Donc, voilà, on réhabilite, on relie, on revient aux éléments essentiels de la vision d'Aristote, et il va distinguer 4 espèces d'idoles ou d'illusions qui nous font avoir une connaissance en fait erronée ou tout à fait déformée du réel. Alors je vais consacrer un petit peu de temps à cela parce que c'est très intéressant, c'est très clair, c'est très bien exprimé et c'est ce qui en grande partie va faire la notoriété, la réputation de Francis Bacon.
Donc, première illusion, première idole, c'est l'illusion qui est propre à l'espèce humaine tout entière, qu'on appelle parfois l'idole des tribus ou de la tribu. C'est l'illusion de l'espèce humaine qui est commune au genre humain tout entier. C'est-à-dire que ces illusions naissent de la nature même de l'espèce humaine, puisque notre entendement, nos sens saisissent la réalité à partir de notre mesure humaine. C'est ce que Protagoras, le sophiste athénien, disait déjà. L'homme est la mesure de toute chose. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, nous voyons le monde à partir de nous, à partir de nos sens, à partir de notre vision, de notre odorat, de notre ouïe. C'est une sorte d'égocentrisme assez naturel et duquel il est extrêmement difficile de s'abstraire, à moins d'obtenir une conscience plus large, plus universelle, mais qui est le travail et le fruit de toute une vie au moins. Donc, il va dire, voilà, le fait d'être incarné sous forme humaine, nous appartenions tous à l'espèce humaine, fait que de toute façon, nous voyons les choses de manière déformée. À partir de notre lunette, à partir de notre filtre, et que ceci est déformant. L'entendement, dit-il, l'entendement humain, est un miroir non-plan, c'est-à-dire déformant, qui a tendance à confondre sa propre nature avec celle des choses et à les représenter à travers elles. C'est-à-dire que nous projetons sur le réel des éléments partiels, subjectifs, qui nous proviennent à travers nos sens, mais qui ne sont pas exemptes de déformation. Donc ça, c'est la première illusion. Donc évidemment, l'empiriste doit énormément se méfier et doit intégrer. Sinon, il va commettre de grandes erreurs. En accordant trop de confiance et de réalité à justement ces sensations qui ne sont que subjectives et partielles. Deuxième type d'illusion que Francis Bacon va mettre en évidence, qu'il appelle les illusions de la caverne. Alors là, cette fois, il s'agit des illusions proprement individuelles, qui ne sont pas simplement liées au fait que nous soyons humains, mais au fait qu'en tant qu'être humain, nous évoluons dans un environnement culturel, familial, social, politique, tel, qui va nous formater, qui va nous donner un certain nombre de préjugés, d'idées toutes faites, d'habitudes de penser, et qui vont déformer notre vision. Donc ces illusions de la caverne, elles résident dans chaque individu et naissent de sa conformation, ne serait-ce que sa conformation physique, selon la taille, tout bêtement, que l'on a. On voit les choses avec plus ou moins de hauteur, de son éducation, de ses habitudes, de ses penchants, de ses préjugés. Tout ça, c'est les particularités de chacun qui, là encore, sont des lunettes qui vont se rajouter aux lunettes déjà que nous avons en tant qu'être humain. Donc déjà, deux sources de biais. Vous voyez, ces éléments sont très importants pour les empiristes, puisqu'ils partent du monde sensible et du monde de l'expérience, de l'expérimentation. C'est beaucoup moins gênant si on adopte une méthode déductive, partant du général, où ces éléments concrets ou illusoires, sont davantage neutralisés. Au moins, on peut tendre vers une certaine neutralisation de ces éléments particuliers. Donc, illusion de l'espèce humaine, illusion de la caverne. Troisième type d'illusion, les illusions de la place publique, liées au langage. Alors ça, c'est très intéressant, liées au langage.
l'utilisation des mots. Les mots, l'utilisation des mots est une barrière. Encore probablement plus qu'une aide à la communication, à l'échange. Ils disent que les mots se présentent souvent avant les choses, d'où les disputes sur de simples mots ou non. Bon, là, on n'a pas besoin d'un grand dessin. Nous sommes aujourd'hui plongés dans un certain nombre de discours de campagne électorale et nous voyons tous les jours comment tel mot, telle expression provoque des polémiques, des malentendus, des batailles qui évidemment sont exacerbées en période de campagne, mais qui sont là toujours, puisque chaque mot va évoquer des choses différentes et croyant clarifier un certain nombre de choses par les mots, la plupart du temps, on ne fait que les compliquer davantage. Donc, le langage étant tributaire des représentations populaires, chacun va mettre derrière les mêmes mots des choses différentes. Donc, c'est un obstacle supplémentaire. Bon, jusqu'au jour où peut-être on pourra se comprendre sans avoir à parler, mais pour l'instant, nous ne sommes pas là. Et, ouais. Quatrième illusion, les illusions du théâtre, les idoles du théâtre, où là il faut davantage comprendre les artifices de présentation. Alors ça c'est très intéressant par rapport à l'approche scientifique. Il dit que cette illusion est liée aux théories, aux théories des écoles philosophiques ou des courants religieux, qui sont provoqués par l'utilisation d'un système de preuve inversée. C'est-à-dire qu'on veut tellement convaincre, qu'on veut tellement faire adhérer les gens à ces résultats, qu'on va, on va pas déformer, mais on va présenter les résultats de ces expériences de telle manière que ça apparaisse comme un système bien bouclé, bien ficelé, irréprochable, incontestable, alors qu'en fait, les résultats des expériences ou des expérimentations sont assez fragmentaires, parcellaires et ne peuvent pas donner de manière très honnête lieu à cette généralisation, mais qui semble après comme une évidence. Alors ça c'est très intéressant. Je crois qu'on est en plein dans ce sujet par rapport à des polémiques aujourd'hui, sur, par exemple, des expérimentations scientifiques sur des médicaments ou autres, où on nous présente comme des certitudes, comme des évidences, des choses qui ne le sont pas du tout. Mais parce qu'il y a un artifice de présentation, alors volontairement manipulatrice ou inconsciemment manipulatrice, mais pour le sérieux de l'affaire. Donc, il dit que certaines théories sont de la pure fiction, mais comme elles sont tellement bien présentées, elles apparaissent comme évidentes. Et donc, il dit, il faut être honnête, il faut être humble et présenter le résultat de ses travaux plutôt en fragments, en aphorismes, avec une formulation qui ne prête pas à confusion. On ne pourrait pas imaginer que, voilà, c'est sûr, c'est scientifique, c'est certain, c'est prouvé, parce qu'on a fait des expériences sur 10, 20 ou 100 ou même 1000 cobayes. Tout ceci n'est pas suffisant. Donc, il va mettre... compte tenu de ces 4 types d'illusions, vous voyez, c'est très fort, tous ces obstacles, les obstacles de l'être humain, les obstacles particuliers à chacun, les obstacles du langage et les obstacles liés aux artifices de présentation par le fait de vouloir convaincre l'autre. Et donc, il va dire... Pour dépasser ou gérer, faire avec tous ces obstacles, il y a une méthode juste pour parvenir à la connaissance vraie, dissoudre les illusions, c'est-à-dire en prendre conscience déjà, ça c'était évidemment le premier pas indispensable, mais aussi dissoudre ces illusions, donc les dépasser, aller au-delà, c'est l'induction, c'est la méthode inductive, qui est un procédé qu'il définit comme méthodique, expérimental et d'une extrême rigueur,
qui va rassembler, comparer des observations, mais pas des dizaines d'observations, des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'observations, pour que on puisse être à peu près sûr de pouvoir généraliser à partir de ces observations. Puisque l'objectif est de saisir les formes universelles de la nature à travers une suite de généralisations successives. Donc là, on voit bien l'extrême rigueur en fait de la méthode inductive, qui est une prise de conscience déjà de tous les obstacles qui sont en nous et dans nos sens, pour ne pas tirer des généralisations hâtives et erronées à partir de l'expérience. C'est une extrêmement rigoureuse, extrêmement exigeante, qui se fait pas à pas, et à chaque pas, on doit vraiment vérifier si la généralisation qu'on a faite est valable et n'est pas contredite par la fameuse exception qui viendrait contredire la règle. Donc ça demande beaucoup de rigueur intellectuelle, beaucoup de patience évidemment, beaucoup de raisonnement extrêmement logique, et aussi la capacité de remettre en cause un résultat si on voit que l'échantillon, disons, de l'expérience n'est pas suffisant, ou si on se trouve confronté à, disons, une contradiction. Donc, c'est une méthode extrêmement exigeante que la science, évidemment, va reprendre à son compte. Mais il y a les dérives de la méthode inductive, c'est justement de ne pas être suffisamment rigoureux, de ne pas appliquer les préconisations de Bacon, et donc de pouvoir arriver à des théories ou à des généralisations qui n'ont absolument aucun fondement objectif, qui n'est que la projection de la subjectivité des chercheurs. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, qui est une sorte de mise en garde que nous devons toujours avoir à l'esprit quand on étudie les découvertes scientifiques, y compris aujourd'hui, sur la matière, sur le monde, sur l'univers, sur tous ces éléments de recherche, parce que on nous présente trop souvent comme une théorie, et à partir du moment où on accole le terme scientifique au mot théorie, voilà, on a tout dit, c'est une théorie scientifique qui n'est en fait bien souvent que les résultats fragmentaires, partiels de certaines observations, mais desquelles on ne peut absolument pas tirer ce type de généralisation. Mais comme c'est bien ficelé, comme c'est bien présenté, on peut vraiment tomber, et on tombe évidemment dans le panneau. C'est pour ça que je trouve que cette œuvre de Francis Bacon est très salutaire, encore aujourd'hui, pour bien voir tous les filtres possibles. À telle enseigne qu'on voit bien que certaines théories créent des polémiques, des réactions qui sont totalement émotionnelles de la part des chercheurs, qui n'ont rien à voir avec, disons, cette sacro-sainte objectivité qu'on accorde bien trop rapidement à la science. Donc, en résumé, Bacon préconise un raisonnement, une méthode fondée sur le raisonnement expérimental. Voilà, c'est ça la méthode inductive, c'est partir de l'expérience, raisonner, un raisonnement expérimental qui abandonne donc la méthode déductive. Alors, je vais vous lire une petite citation que j'ai trouvée très belle de Francis Bacon, à partir d'exemples d'animaux que je trouve très, très, très visuels et très, très belles. Il dit « L'empirique est semblable à la fourmi. » Chez nous, c'est plutôt la cigale, qui ne pense pas trop au lendemain, mais bon, chez les Britanniques, vous voyez, beaucoup de choses sont inversées. Donc, l'empirique, c'est la fourmi. Bon. L'empirique, semblable à la fourmi, se contente d'amasser et de consommer ensuite ses provisions. Bon, c'est-à-dire qu'elle est dans l'instant, la fourmi. Elle amasse, elle consomme. Bon, c'est très court terme et c'est très empirique, parce que voilà, quand il n'y a plus de provisions, on repart en chercher. C'est le présent, on est dans le présent. Le dogmatique, telle l'araignée
ourdi d'étoiles dont la matière est extraite de sa propre substance. Donc là, le dogmatique, il faudrait traduire un peu, parce que c'est un peu une pique vis-à-vis des idéalistes, qui tirent, disons, leur matière, leur production d'eux-mêmes. Donc l'araignée, qui tisse sa toile à partir de sa propre substance, le dogmatique, il faut s'en méfier. L'abeille garde le juste milieu. Elle tire la matière première des fleurs des champs, puis par un art qui lui est propre, elle la travaille et la digère. Notre plus grande ressource, celle dont nous devons tout espérer, c'est l'étroite alliance de ces deux facultés, l'expérimentale et la rationnelle, union qui n'a point encore été formée. Voilà, donc il donne des exemples. La fourmi, c'est l'exemple de l'empirisme. L'abeille, c'est l'exemple du rationalisme, c'est-à-dire elle garde ce juste milieu, elle travaille, elle digère, il y a tout un travail de digestion pour sa production. On évite l'araignée dogmatique, et par contre, il nous faut arriver à unir l'expérimental et le rationnel, c'est-à-dire l'empirisme et le rationalisme, je veux dire, union qui n'a point encore été formée. Donc oui, c'est intéressant parce qu'on voit que l'empirique n'est pas un dogmatique du sensible et de l'expérience, il utilise la raison, et il cherche à faire l'union entre l'empirisme pur et dur et le rationalisme. L'idée fondamentale de tous ces travaux, Bacon, c'est de faire, comme il le dit, une restauration des sciences et de substituer aux vaines hypothèses et aux subtiles argumentations qui étaient alors en usage, l'observation et les expériences qui font connaître les faits. Puis une induction légitime qui découvre les lois de la nature et les causes des phénomènes en se fondant sur le plus grand nombre possible de comparaisons et d'exclusions. Voilà, donc c'est un travail titanesque, la méthode inductive, puisque c'est le plus grand nombre possible de comparaisons, d'exclusions, donc un matériau qui doit être irréprochable. Alors cette philosophie de Bacon, ça va être le vrai creuset des pensées du XVIIe siècle. Tous nos rationalistes, Descartes, Spinoza, Leibniz vont s'en inspirer, sans toujours le dire, mais il va avoir un fort impact sur les philosophes donc qui ne sont pas du même courant, et il va annoncer ce que va apporter le philosophe empiriste qui suit, qu'on va étudier, qui est Thomas Hobbes, qui lui aussi va largement s'inspirer des travaux de Bacon. Donc Francis Bacon est vraiment à juste titre considéré comme le père de cet empirisme moderne qui veut vraiment trouver ou créer une nouvelle union, donc refonder le savoir, refonder la connaissance sur une nouvelle union qui pour lui n'a jamais été faite entre l'expérimental et le rationnel. Donc vous voyez que les empiristes n'abandonnent pas la raison, voilà, nous sommes tout à fait rassurés, mais ils le marient à un plus grand importance dédiée à l'expérience et à l'expérimentation. Voilà, donc on va faire la petite pause, et après la pause, nous étudierons Thomas Hobbes, qui lui aussi est une grande figure de l'empirisme, même s'il n'est pas toujours classé dans les petits manuels scolaires dans la liste des empiristes anglais, parce qu'il va beaucoup s'intéresser à la politique, en fait. Son œuvre majeure, le Léviathan, est une œuvre politique, et donc il est plus souvent classé parmi les philosophes politiques que parmi les empiristes, et pourtant il a tout à fait sa place dans l'empirisme. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est moins la vision politique de Hobbes, qu'on avait déjà étudiée l'année dernière, justement dans le cadre des philosophes politiques, mais plus sa vision sur l'homme, l'animal, et on étudiera sa fameuse controverse avec Descartes. Donc Thomas Hobbes, pour vous le situer, il vient après Francis Bacon, après
à peu près contemporain, puisque ces dates, c'est 1588-1679. Donc il naît 27 ans après Bacon, il décède un petit peu plus tard aussi que Bacon, et il est en fait contemporain de Descartes, totalement contemporain de Descartes, même si parfois, comme il a vécu plus âgé, on pense qu'il est venu après Descartes, mais en fait il est totalement contemporain de Descartes. Voilà. Donc petite pause et puis nous reprenons Hobbes après la pause. Thomas Hobbes, donc 1588-1679. Donc vous voyez qu'il a vécu longtemps. Certains. Et en fait, il est totalement contemporain de Descartes. Simplement, Descartes disparu plus jeune. Donc, on a parfois l'impression que Hobbes vient après. Mais en fait, ils sont vraiment contemporains. Et il va y avoir une controverse entre Descartes et Hobbes sur laquelle... Oui, par écrit interposé et Père Mersenne interposé. je vous expliquerai. Un religieux qui faisait le lien entre les deux quand il voulait plus trop se parler. Alors, donc Thomas Hobbes. Alors, c'est vrai que c'est un des grands noms de la philosophie anglaise, qui n'est pas toujours étudié en tant qu'empiriste. Parce qu'en fait, il va énormément développer tout un volet politique dans son œuvre majeure Léviathan, où il va expliquer la nécessité d'un État souverain, enfin, j'expliquerai, mais ça va prendre le pas, cette réflexion politique, sur la réflexion philosophique stricto sensu, disons, sur l'homme, la nature, l'univers. Donc, cette vision de Hobbes, elle est peu connue, méconnue, et souvent elle a été un petit peu déformée, justement parce qu'il y a eu cette controverse avec Descartes, et on a souvent lu Hobbes à la lumière, ça fait partie des illusions. Bacon parlait tout à l'heure, on a lu Hobbes à la lumière de Descartes et on l'a un petit peu considéré comme mineur, alors qu'il a une réflexion très, très intéressante. Je crois qu'on n'a pas fini de l'étudier en fait et d'en voir toute la richesse. Voilà. Donc, dans un certain nombre d'ouvrages sur l'empirisme, vous ne trouverez pas Hobbes. Et il est plus rangé dans les philosophes politiques. Et pourtant, il va avoir toute une réflexion digne des philosophes empiristes. Il va s'appuyer sur l'œuvre de Bacon et il va développer. Alors, sa vie fut de son propre aveu, dit-on, placée sous le signe de la peur. Une petite anecdote qui veut que même sa naissance a été bouleversée, puisque sa mère a eu un accouchement prématuré lorsqu'elle a appris l'appareillage de l'invincible armada qui venait conquérir l'Angleterre. Et donc l'annonce de l'arrivée de cette armada terrible a fait venir le petit Thomas Hobbes de manière prématurée. Bon, en tout cas, ça n'a pas empêché d'être un esprit extrêmement brillant, et peut-être ça l'a aidé. Donc, il va vivre une époque extrêmement tourmentée en Angleterre. Il est contemporain de la guerre civile anglaise qui oppose le roi et le Parlement, qui débouche quand même sur l'exécution de Charles Ier en 1649.
puis il assiste à la prise de pouvoir par Cromwell. Et c'est vrai que ces violences, ces guerres intestines vont lui faire concevoir une aversion totale contre les troubles politiques et leur violence. Il va essayer de réfléchir à comment retrouver une certaine paix au sein de toutes ces querelles. Donc, il est connu surtout par sa grande œuvre politique, donc Léviathan, qu'il publie en 1651, et qui s'appelle aussi Traité de la matière, de la forme et du pouvoir d'une république ecclésiastique et civile. C'est le sous-titre du Léviathan. Et qui est en fait une véritable machine de guerre, traité de la matière, de la forme et du pouvoir d'une république ecclésiastique et civile. Et qui se veut donc vraiment un ouvrage contre la désintégration de l'ordre politique. Donc on viendra tout à l'heure sur cette préconisation d'un État souverain, fort, qui doit aussi soumettre l'Église, si l'on veut restaurer un peu de paix civile. Donc c'est un esprit extrêmement brillant. Il va en fait avoir un métier de précepteur. Il va éduquer les comtes, certains comtes de l'aristocratie britannique, mais il voyage. C'est un précepteur itinérant, il voyage, et notamment beaucoup en France. Il va choisir de vivre 11 années consécutives en exil, mais en exil choisi à Paris. Et il va donc venir à de nombreuses reprises à Paris. Et il va étudier comme un esprit encyclopédique de son temps. Il va étudier les mathématiques, la physique, la géométrie, l'optique. C'est là-dessus notamment qu'il va se retrouver avec notre cher René Descartes. Mais il va aussi se passionner pour l'histoire grecque. Et notamment Thucydide, qu'il va beaucoup étudier avec les guerres, dans son récit des guerres du Péloponnèse. Donc vous voyez, un esprit comme on pouvait en avoir à l'époque, un esprit encyclopédique qui englobe les sciences, l'histoire, la philosophie, la politique, enfin voilà, toutes les facettes du savoir humain. Alors, avant de voir un petit peu quel va être le nœud de la controverse avec Descartes, on va essayer de comprendre un peu sa vision. Il s'est demandé qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que évidemment la nature, qu'est-ce que la place de l'homme dans la nature, quelle est la différence avec l'animal. L'être est-il un animal social ? L'être humain est-il un animal sociable ? Là-dessus, il ne répondra pas forcément oui. S'il répond oui sur le social, sociable, c'est une autre de manche. Enfin bon, il s'intéresse à beaucoup de choses. Alors, ce qu'on dit généralement de Hobbes, et tout ce que je vais dire sur sa vision de l'homme là et de l'univers est à prendre avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence et de guillemets, parce que, comme on l'a vu avec Bacon, le langage est une grande illusion et source de contresens. On va dire qu'il conçoit le monde et l'homme dans les termes d'un mécanisme très strict. C'est-à-dire, là, on a ce qu'on appelle une vision mécaniste. Je vais expliquer après ce que c'est. Donc un mécanisme strict en termes de mouvement. Donc les corps se meuvent, Ce mouvement qui caractérise des corps définis par leur étendue
et leur forme. Donc il y a deux caractères qui vont définir les corps, leur étendue, c'est-à-dire la place qu'ils prennent dans l'espace, et leur forme. Alors, Hobbes va dire tout ce qui existe est corps. Corps dans le sens matériel du terme. Tout ce qui existe est corps, corporel. Au sens matériel du terme. L'éthique, par exemple, qui va étudier les passions humaines et les conséquences des passions humaines, constitue un département de la physique. Vous voyez comment l'éthique est un département de la physique. Parce que les passions humaines vont être considérées comme un mécanisme corporel. Là, il ne s'inspire pas des Grecs qui disaient que la passion venait de là, venait du corps. Non, là c'est vraiment, on reprend d'autres fondamentaux. On reprend sur d'autres bases, on se réinterroge sur... pas à zéro, non. Parce qu'en fait, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on essaie de redécouvrir un peu la pensée grecque, mais à travers Aristote. Donc, de repartir d'un certain nombre d'éléments aristotéliciens, débarrasser de toute la complication, on va dire, logique de la scolastique. Donc ce n'est pas une table rase, mais on se réenfante quelque part, on essaie de réenfanter la pensée dans l'œuvre d'Aristote, mais que l'on connaît maintenant directement, qui a été retraduite directement du grec et qui n'a plus besoin d'être passée par toutes les interprétations et les traductions en arabe ou en latin, tel que ça a été le cas pendant plusieurs siècles. Donc là, il y a une manière de refonder une pensée nouvelle, mais en réintroduisant un certain nombre de questionnements d'Aristote. Et c'est vrai que par rapport à l'étendue, à la forme, par exemple, c'est un des concepts clés d'Aristote. Mais, disons, voilà, c'est de l'Aristote, mais dans un nouveau contexte. Qu'est-ce que vous définissez par corps ? Alors, j'arrive, corpus. Donc, c'est au sens déjà matériel du terme, c'est-à-dire une combinaison d'atomes, de molécules, de cellules qu'on peut étudier au niveau physique, visible, concret, tangible. Donc, l'histoire de l'éthique qui fait partie de la physique, c'est un exemple pour montrer que un certain nombre de passions humaines vont être étudiées, disons, comme un mécanisme. Un mécanisme comme une boule de billard qui va être mise en mouvement parce qu'elle va avoir reçu un choc extérieur, mais qui n'a pas de mouvement propre. Donc, il va dire l'homme est soumis aux lois qui valent pour tous les corps. L'homme est un corps. Tout en lui, y compris ses volontés et ses représentations mentales, est déterminé par des causes mécaniques. C'est une vision de l'univers à partir de mécanismes. Tout s'explique par exemple de mécanique plus ou moins bien huilée, y compris ce qu'il va appeler les représentations mentales, la volonté, les désirs humains, tout ça est mécanique. D'où il va expliquer par exemple l'enchaînement des idées, les trains de pensée qui nous traversent, tout ça est une sorte d'enchaînement mécanique sur lequel l'homme a peu de prise. Comme pour les animaux, parce qu'il ne fait pas de différence de ce point de vue entre les hommes et les animaux, l'homme est gouverné par ses appétits et n'accède aux connaissances que par ses sens.
Donc, c'est une vision, on va dire, peut-être minimaliste, hein, mais sur laquelle il va y avoir des enrichissements, d'un homme comme un agrégat hein, d'éléments physiques, d'éléments corporels, d'éléments concrets, biologiques, et avec une dynamique, un mouvement mécanique qui va pouvoir s'expliquer par des causes externes, pour la plupart, ou internes, on verra tout à l'heure. Donc, ce qu'on va dire généralement de Hobbes, on va le résumer en deux concepts, en deux mots. On va dire que c'est un matérialiste, puisqu'il n'existe que des corps matériels, et on va dire que c'est du mécanisme, qu'il est mécaniste. Donc vous allez trouver cette appellation. Hobbes est un matérialiste mécaniste. Donc matérialisme et mécanisme, puisque tout se fait par des mouvements qui sont nécessaires, quelque part. Voilà. Qui sont nécessaires. Bon. Alors, ça, c'est vraiment le côté le plus décharné, on va dire, de la vision de Hobbes, et réductrice et simplificatrice, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe que cela, puisque certains auteurs ont dit que c'était en fait que des hypothèses nécessaires à la constitution des sciences, c'est-à-dire que c'était le minimum qu'il fallait dire pour pouvoir constituer des nouveaux fondements de la science. D'autres ont dit que c'était par pure provocation qu'il a dit ça. Bon. Et donc, on n'a pas fini d'étudier, d'essayer de comprendre quand même la profondeur de pensée de Hobbes. Parce que quand même, il va parler de Dieu. Non, pour un matérialiste, mécaniste, ça peut sembler un peu paradoxal, parce qu'il aurait pu s'en passer. Mais il va présenter Dieu comme un corps, formé d'une matière, par contre, si fine et si subtile, qu'elle ne peut affecter nos sens. C'est-à-dire qu'il va élargir cette notion de corps physique à Dieu, mais dans une finesse, disons, corporelle, qui fait qu'il est dans son monde, dans son plan, et qu'il ne peut pas affecter nos sens. C'est bien parce qu'on n'aura plus jamais de guerre religieuse. Oui, c'est une manière de répondre à cela. Donc, Dieu est un corps dont nous n'avons aucune idée et qui ne peut être objet de science. C'est pour ça qu'il sera aussi critiqué, évidemment, et considéré par certains comme athée, puisqu'il a une définition de Dieu. On ne disait pas hérétique, on disait athée, ce qui était une injure très dure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il positionne l'homme par rapport à l'animal. C'est une manière aussi de comprendre sa vision et de voir ce qui va l'opposer à Descartes. Il dit l'animal a une spécificité parmi quand même. Donc vous voyez que Dieu a une spécificité déjà. Donc lui, il est vraiment à part, c'est un corps à part. Mais l'espèce animale aussi a une spécificité. L'animal éprouve des sensations, conséquence de l'action des corps extérieurs sur les sens, c'est-à-dire plongé dans un environnement, l'animal éprouve des sensations. Bon, jusque-là, rien de bien révolutionnaire. Par contre, il va dire l'animal est capable de mémoire et d'imagination. Mémoire et imagination. À un petit niveau, À un petit niveau. Mais l'animal est capable de mémoire et d'imagination. C'est-à-dire qu'il possède, comme il dit, la capacité minimale, de se représenter le passé. Si on lui a fait une caresse, et si on lui a, ou au contraire, maltraitance, etc., il a une capacité de se représenter le passé et de désirer ce qui n'est pas encore, c'est-à-dire de pouvoir pressentir ce qui n'est pas encore là.
Aujourd'hui, c'est évident, hein. Oui. L'éthologie est passée par là, et on sait bien que, bon, hein, les animaux ont, à son époque, ce n'est pas évident, d'autant plus que, comme on le verra, avec des cartes, par exemple, les animaux sont des machines. Donc, voilà. Donc, un des grands intérêts de Hobbes, c'est d'avoir introduit cette idée de sensibilité animale, déjà. Et donc, il dit même que les animaux peuvent avoir le début de ce qu'il appelle une délibération mentale. Alors là, après, il va y avoir beaucoup de confusion et de problèmes par rapport au mot, justement, puisque mind est traduit par esprit, mais ce n'est pas la même chose. L'esprit, par exemple, cartésien, et le mind de Hobbes, et pourtant on traduit mind par esprit, ce qui va créer beaucoup de confusion. Il faudrait pouvoir toujours lire les œuvres dans le texte, mais ça c'est un jugement de valeur, on va dire, différente. Donc, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de confusions ou de projections cartésiennes sur la vision de Hobbes, qui a fait mépriser parfois la vision de Hobbes à cause de cela. Donc, mind, bon voilà, c'est le mot employé par Hobbes. Donc, les animaux ont un début en gerbe de mind, donc une possibilité de délibération mentale et de pouvoir prendre des décisions suite à des désirs opposés. Voilà, ils peuvent trancher, ils peuvent décider, ce qui est bien la preuve qu'il y a au moins un embryon de mind. Les récits factuels, il s'était appuyé sur des faits pour ça ? Oui, absolument. L'étude et Aristote. Rappelez-vous l'obsession, l'extraordinaire souci d'Aristote de comprendre toutes les espèces animales, de comprendre la différence entre les genres, les espèces. Il avait fait des répertoires, des catalogues énormes d'espèces animales avec des observations. Donc il va reprendre tout ceci pour en déduire que, ce qui est assez proche d'ailleurs de l'âme sensible qu'avait déjà développé Aristote à son époque chez les animaux. Donc ça c'est la spécificité animale. La spécificité humaine maintenant. Est-ce que l'homme n'est qu'un animal perfectionné mais sans plus? Alors, il a une vision qui est assez délicate, parce que la spécificité humaine par rapport à l'animal, elle n'est pas forcément extrêmement évidente. Sauf que peut-être la mémoire, l'imagination et la délibération mentale est un petit peu plus sophistiquée chez l'homme, mais lui, il est frappé par quand même, vous savez, cet homme est l'état de nature, qui est quand même violent, qui est sauvage, qui est égoïste, qui est craintif. Donc c'est vrai qu'il a une vision de l'homme qui n'est pas extrêmement positive, d'où la nécessité justement, si les hommes veulent vivre en société, d'avoir une autorité souveraine, puissante, vis-à-vis de laquelle chaque homme cède une part de son territoire pour pouvoir vivre en société. C'est là où il va dire l'homme est un animal social, puisqu'il est grégaire, il a besoin des autres, il a besoin de se retrouver en société, mais il n'est pas pour autant sociable. C'est-à-dire qu'il va falloir l'éduquer, ça ne lui est pas naturel.
Hein, c'est pour ça qu'il y a dans le Léviathan cette fameuse phrase « L'homme est un loup pour l'homme à l'état de nature ». Sachant aussi que souvent on oublie la première partie de la phrase qui est « L'homme est un Dieu pour l'homme », mais aussi un loup pour l'homme. Et on a retenu le loup. Oui, elle est de Plot. Il a repris, et souvent donc on a tronqué. Enfin, bon. Donc il a une vision relativement pessimiste de ce qu'est la nature humaine, et il dit, bon, alors quelle est la spécificité humaine? Il dit, si pour les bêtes, donc c'est pour les animaux, il n'est d'autre félicité que la jouissance quotidienne attachée à la nourriture, au confort et à la concupiscence, la félicité propre à l'homme est une continuelle marche en avant du désir. Donc l'homme est mu par le désir. Donc il a en commun avec l'animal d'être attaché à la nourriture, au confort et à la concupiscence. Et en plus, il est mu par cette marche en avant du désir. Alors, qu'est-ce qu'il appelle la marche en avant du désir? Il dit qu'il a le désir de prévoir, de connaître l'avenir, la curiosité. Il va faire de la curiosité un des éléments spécifiques de l'homme, dans le sens de susciter une forme de discours mental ou d'enchaînement des idées qui nous amène toujours vers quelque chose à venir. C'est amusant parce qu'en psychologie on étudie ça aussi, les trains de pensée, vous savez, qui ne s'arrêtent jamais. Une idée qui amène une autre et qu'on n'arrive jamais à arrêter. Bon, il va décrire ce phénomène comme étant un mécanisme propre à l'homme de toujours être tendu vers quelque chose à venir. Donc, ce qui fait la spécificité humaine, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que là, le côté mémoire, imagination, tension vers ce désir à venir est plus sophistiqué, plus développé que chez l'animal. Mais c'est un mécanisme. C'est un mécanisme. Et il va développer aussi que par rapport à ce rapport particulier au temps, le langage, l'homme va inventer un langage évidemment plus sophistiqué que le langage animal, qui est propre à ce rapport au temps très particulier qui le fait plonger dans le passé, vivre le présent, mais être tendu vers l'avenir, donc avoir besoin aussi de communiquer, donc d'utiliser le langage. Bon, tout ça pour affiner un peu cette idée de matérialisme ou de mécanisme qui certes est là, mais qui n'exclut pas non plus les aspects rationnels, puisqu'il y a, comme chez les animaux, la volonté, la capacité quand même de trancher, de décider. Alors, je pense que parler un petit peu de la controverse avec Descartes, parce que ça permet de comprendre ce sur quoi ils vont ne pas être d'accord. Alors, cette controverse avec Descartes, elle revêt deux aspects. Un aspect plus scientifique, par rapport à l'optique, aux travaux respectifs sur l'optique, et une controverse plus générale, plus philosophique. Alors, la controverse scientifique, elle prend naissance lorsque Hobbes lit la méthode de Descartes, en 1637. Et il se trouve que Hobbes a déjà travaillé depuis plus de 10 ans sur des observations liées à l'optique. Donc il a sa propre théorie. Et donc là, il va y avoir une polémique qui va commencer sur les notions de dioptrique, qui débute en 1640. Quel problème? Donc, on a deux spécialistes quand même, deux scientifiques, deux grands chercheurs qui ont travaillé sur les mêmes sujets et
qui vont donc s'opposer. Donc, Hobbes envoie ses objections, il écrit, objections, à un ecclésiastique qui est le fameux père Mersenne, Mersenne, M-E-R-S-E-2-N-E, sous la forme de 2 lettres qu'il expédie à Descartes. C'est-à-dire, Mersenne va toujours jouer l'intermédiaire. Donc, Hobbes écrit ses objections et Hobbes lui explique que pour lui, la substance, la matière, elle est exclusivement corporelle. C'est-à-dire, pour lui, la substance est uniquement corporelle, il ne peut pas y avoir de substance spirituelle, comme dit Descartes. Donc, ce que Hobbes reproche à Descartes, c'est son aspect métaphysique ou spirituel. Pour lui, la substance, la matière est physique et simplement physique. Et il va juger la vision de Descartes un peu comme une élucubration ou une vision qui ne peut pas être prouvée empiriquement et qui, pour lui, est erronée. Donc, il trouve, si vous voulez, Descartes trop idéaliste, trop spiritualiste. Méditation métaphysique, c'est pour lui quelque chose de métaphysique. Et pour Hobbes, la science doit se cantonner à ce qui est physique. Donc ça, c'est leur controverse scientifique sur les problèmes de vision aussi et d'optique. Et ça va déboucher sur une controverse plus large sur la nature de l'homme, la nature de Dieu. Et c'est lorsque Descartes va publier ses méditations métaphysiques que là, ça va s'envenimer. Bon, ils s'accusent respectivement de plagiat et de... Bon, je vous passe les détails. Mais qu'est-ce qui va faire le nœud de la discorde ? Pour Hobbes, la pensée n'est que le mouvement du corps. C'est-à-dire, c'est parce que le corps est en mouvement que ça va générer la pensée. Donc la pensée est strictement dépendante du mouvement du corps. Donc, Hobbes va envoyer un certain nombre de commentaires et cette fois, il prend des précautions. Le père Mersenne envoie les objections de Hobbes à Descartes en disant qu'elles viennent du philosophe anglois. Bon, Descartes n'est pas dupe, mais Hobbes lui dit, entre autres, vous faites un glissement sémantique, très savant, vous faites un glissement de mots. Et donc, quand vous dites cogito ergo sum, je suis, vous glissez du fait de dire je suis un être pensant, je suis un être pensant, donc dans le mouvement de la pensée, au fait de dire je suis pensé. Je pense, je suis. Donc, Hobbes, vous voyez, la critique de Hobbes, elle est très pertinente. Il dit, là, je ne suis pas d'accord parce que vous faites un glissement de mots, vous faites une généralisation autour du concept de pensée. Et c'est pas parce qu'on est pensant qu'on est pensé. Vous voyez, quand on dit je suis pensant, on voit bien le sujet et l'objet, le sujet traversé par l'objet de la pensée, donc je suis en train de penser, je suis pensant, que de dire je suis la pensée, c'est-à-dire un être humain est la pensée. Il y a une sorte de distance, c'est énorme, entre le fait de dire je suis un être pensant et de dire l'être humain est égal, dans le sens égal, la pensée. Donc là, il y a une querelle autour de ce concept de pensée ou d'esprit, le fameux mind. Et il dit, si on suit le même raisonnement,
on va dire que je me promène, je suis en promenant, deviendrait je suis la promenade. Vous voyez, ce que Hobbes reproche à Descartes, et c'est vraiment le nœud du problème, c'est une généralisation et une abstraction à partir d'un phénomène très concret. Je suis en train de penser, voilà. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une pensée qui me traverse la tête. Je suis en train de me promener, donc je suis en train de marcher. À moins qu'il y ait une expression. Ah, ben cogito ergo sum. Oui. À partir du moment où on pense, on devient quelque chose qui pense. Oui, de toute façon, il y a la philosophie du sujet. Bien sûr. Simplement, il n'est pas resté là, Descartes. Il a généralisé. Il a généralisé en disant que la spécificité, justement, humaine, était d'être un sujet de pensée, et pas simplement pensant. Et c'est ça que Hobbes reproche. Les trois mots. Ah oui, mais voilà, c'est le problème. Cogito ergo sum. Ah ben voilà, on peut le comprendre. Simplement, il y a une volonté chez Descartes de généraliser et d'apporter un fondement universel à l'homme, qui est là en but complète avec cet esprit anglais qui est de rester circonscrit à une expérience. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas dire, voilà, par rapport à une expérience peut-être de pensée unique dans sa vie, que l'être humain qu'il y a une analogie, qu'il y a une égalité avec la pensée. Donc, on voit bien. Et donc, il dit, voilà, je me promène, je suis une promenade. Alors, évidemment, cette objection agace totalement Descartes, qui demande explicitement au père Mersenne de ne plus avoir de contact avec cet anglois. Bon, on connaît déjà Descartes, je vous avais dit, c'est peut-être un philosophe génial, mais il avait du mal avec les contradicteurs. On l'avait vu avec Pascal. Bon, donc, il est remis en cause là. Au reste, comme il dit, bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est amusant, ayant lu à loisir le dernier écrit de Langlois, je me trompe fort si ce n'était un homme qui cherche d'acquérir de la réputation à mes dépens et par de mauvaises pratiques. Donc, il commence à devenir violent, Descartes, et il a des mots très durs. Et moi, je pense que ces mots très durs de Descartes vis-à-vis de Hobbes a joué un rôle très important dans le discrédit de la philosophie de Hobbes et la méconnaissance dans laquelle il est tombé, notamment de la part des philosophes français. Parce qu'il va dire quand même... mais c'est une réaction un peu épidermique. Je ne crois pas devoir jamais plus répondre à ce que vous pourriez envoyer de cet homme, que je pense devoir mépriser à l'extrême. Et je ne me laisse nullement flatter par les louanges que vous me mandez qu'il me donne, car je connais qu'il n'en use que pour faire mieux croire qu'il a raison, et ceux où il me reprend et me calomnie. C'est-à-dire que là, Descartes prend ça comme de la remise en cause personnelle, de la calomnie, et donc il coupe les ponts. Il est touché. Oui. Donc vous voyez, pour un rationnel, il reste très émotionnel, Descartes. Donc, bon, ça le rend aussi quelque part humain. Humain. Descartes était quelqu'un de très humain. Mais, et on l'avait vu, vous vous rappelez, avec Pascal, où il n'acceptait pas qu'un jeune homme, le petit Pascal, ait fait des découvertes et inventé des choses que lui-même n'avait pas fait. Il était... Bon. Alors, il y a une autre querelle qui va les opposer quand même, avant que les ponts soient coupés, c'est la querelle sur les animaux, puisque Hobbes va critiquer la vision de Descartes des animaux machines, des animaux qui ne seraient que des mécaniques. Et donc, Hobbes lui écrit que l'animal est doué de sensibilité, d'affectivité
d'imagination, il y a une sorte de valorisation, de réhabilitation de l'animal par rapport à la vision extrêmement dure de Descartes. Et autre chose qu'il va aussi lui reprocher, c'est le rôle qu'il va donner à l'État souverain dans le Léviathan. Descartes va reprocher à Hobbes le fait de doter l'État d'une sorte d'âme artificielle. C'est-à-dire comme il dit, le monstre étatique, mécanique est chez vous doté de souveraineté, donc d'une âme artificielle. Ce que Descartes, évidemment, n'admet absolument pas, parce que pour lui, l'âme est un concept à réserver aux hommes. Donc là aussi, au niveau politique, il va y avoir vraiment une controverse, un malentendu complet. Donc, pour Hobbes, Descartes est trop métaphysique. Il entre dans les erreurs ou les fictions de l'âme spirituelle. Ces méditations métaphysiques, pour lui, ne sont pas prouvées. Trop métaphysique, trop spirituelle, et une notion d'une âme trop spirituelle. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, si on veut, je pense, bien comprendre la vision de Hobbes, c'est d'étudier dans le détail cette controverse, parce qu'on voit bien l'enjeu qui ensuite va perdurer, avec les interprétations de Descartes, cartésiennes, et les interprétations empiristes, où il va y avoir de plus en plus quand même un dialogue de sourds. Alors, je vais parler... Quelquefois, quand on dit que c'est empirique, c'est méprisant. C'est méprisant, oui, parce que... et là, il y a vraiment... C'est vrai, alors d'où vient cette différence d'esprit, de mentalité? Il y a une méconnaissance vraiment réciproque. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette volonté de généralisation, d'universalité, aussi d'abstraction, d'intellectualisme, est vue comme de l'arrogance pour les hommes. Et nous voyons l'empirisme comme quelque chose de partiel, non pas forcément sectaire, mais de peu sérieux. C'est de la subjectivité, d'accorder trop d'importance à la subjectivité. Donc et d'un pragmatisme vis-à-vis duquel on a des soupçons. Mais il y a une contradiction finalement dans la conception qu'a Hobbes de l'animal, qui pense, qui imagine pensant, etc., alors que Descartes est réducteur, et c'est le contraire au niveau de l'homme par rapport à l'animal. Vice versa, quoi. C'est drôle, là, il y a une imbrication contradictoire. C'est bizarre. Et ça fait partie des paradoxes. Il faudrait réétudier aussi la vision de Descartes qui a été extrêmement déformée, justement, par le cartésianisme, parce que Descartes n'était pas cartésien. Quand on dit cartésien dans le sens réducteur, et pour ça il faut lire les méditations métaphysiques, puisque c'est un philosophe, c'est un rationalisme métaphysique, Descartes. Et souvent, on a oublié le côté métaphysique. C'est pour ça qu'il y a cet apparent paradoxe. Alors, quelques mots simplement, parce qu'on l'avait déjà un petit peu traité, puis là j'ai donné la préférence à la réflexion philosophique et pas forcément politique, mais Hobbes est donc connu par sa réflexion politique. Bon, vous avez compris que pour lui, l'homme à l'état de nature est un être violent, méchant, sauvage, qui ne pense qu'à ses instincts égoïstes, par cet enchaînement de désirs jamais assouvis, et que l'autre peut être un obstacle, puisque les hommes sont égaux pour lui de ce point de vue. Donc, si on veut la paix sociale, si on veut la paix civile, il n'y a qu'une solution, c'est d'instaurer un État souverain tout-puissant,
auquel l'Église aussi doit se soumettre. C'est une manière de dire, voilà, hein, le côté religieux aussi doit se soumettre, et de commencer à faire ce qu'il appelle une convention de chacun avec chacun. Oui, c'est les prémices hein, de ce qu'on trouvera avec Rousseau, le contrat social. C'est-à-dire que, en fait, chacun est amené à abandonner hein, une part de sa souveraineté au profit hein, de cette autorité souveraine. Mais si les hommes sont égaux, parce que là, il y a vraiment une volonté d'égalité dans l'abandon de souveraineté, à ce moment-là, ça marche. Ça ne pourra pas fonctionner s'il y a une inégalité dans l'abandon de souveraineté. Donc la notion, à ce moment-là, d'une injustice. Peut-être aussi, dans cette opposition de mentalité, mais c'est un peu schématique, mais il y a chez les Anglais un souci de l'égalité extrêmement puissant, alors que peut-être de notre côté de la Manche, on est plus sensible à la notion de liberté. Parce qu'on va voir les philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, c'est la liberté. Alors je sais bien que dans notre... il y a l'égalité. Mais là, en tout cas chez Hobbes, on le voit bien, il dit bien que les hommes doivent être égaux dans cette convention de chacun avec chacun. Sinon, il y a sentiment d'injustice, et là, il y a révolte. Il peut y avoir rébellion par rapport à cette autorité souveraine. Donc, les hommes sont égaux dans leurs droits de nature, mais à l'état de nature, donc c'est la guerre. Hein, c'est clairement la violence, la guerre, à l'état de nature. Puisque ce sont les appétits, les désirs, les passions individuelles qui priment. Comment sortir d'une telle situation? Par une convention de chacun avec chacun, par laquelle tous abandonnent, tous, hein, de manière égale, abandonnent leur droit naturel de s'auto-gouverner au profit d'un homme ou d'une assemblée désormais investie de la puissance souveraine. Et donc là, c'est ce contrat social qui va donner naissance à l'État, l'État souverain. L'être humain sort ainsi de l'état de nature, et grâce à la peur du châtiment, la guerre de tous contre tous est écartée. Par la peur du châtiment, c'est-à-dire, il ne faut pas attendre que l'homme soit heureux de cet abandon de souveraineté, mais il y a la loi punitive hein, qui va le permettre de rester dans le cadre. Pour que le remède donc soit efficace, une clause absolutiste doit être ajoutée à ce contrat social. La puissance de l'État doit être sans limite. Là, il est vraiment très, tout à fait extrême. Aucun sujet ne peut se libérer de sa sujétion. Puisque... Alors, voilà. Parce qu'il a été aussi interprété, dit bon, c'est le début, là, c'est le pionnier du système totalitaire. Enfin, on dit n'importe quoi aussi. Mais il faut voir que par rapport au contexte de l'époque et, disons, les guerres religieuses, les guerres civiles, le conflit entre les institutions politiques et les institutions religieuses, bon, bah la couverture de Léviathan, hein, c'est les deux instruments, le sceptre et le glaive. Quoi. Hein. Et le glaive est soumis au sceptre. Il faut le voir dans l'ensemble de cet ouvrage. Oui. On trouve ça, mais ailleurs, dans d'autres ouvrages, on trouve en quelque sorte non seulement une légitimation de l'État, mais aussi une restriction du droit de l'État. Et des règles. Des règles, bien sûr. Y compris par l'État. Donc ce n'est pas un absolutisme tel qu'on a voulu le dénoncer. Disons, oui, non, tout à fait, tout
tout à fait. Ça va être le début de cette notion si chère à Voltaire, par exemple, du despote éclairé. Éclairé. Mais là, il est tellement, on dit, depuis sa naissance, hein, tellement soumis à la peur et à cet état de violence et de guerre, que la solution qu'il préconise à ce moment-là est celle-ci. Hein. Donc, là, on dit qu'il est le fondateur de la notion de l'État souverain, hein, de la souveraineté de l'État, et c'est surtout dans le souci de préserver la paix. Hein, souci vraiment de préserver la paix. Et après, il y a cette idée de common law, hein, de loi commune, qui est très important dans le droit anglais. C'est-à-dire que tout le monde obéit à la même loi. C'est la base. Sinon, c'est les appétits. Et c'est assez juste quand même. Hein. Si la loi, de toute façon, n'est pas la même pour tous, c'est la nature violente de l'homme qui reprend le dessus, et c'est l'anarchie, c'est la guerre. Et il est complètement traumatisé, hein, par cet état de violence, de guerre. C'est donc ce qu'il préconise. Donc vous voyez, c'est assez complexe comme vision, hein. Par rapport à l'homme. Disons que c'est pas l'emporte-pièce. C'est assez complexe, et ça nous renvoie aussi à la complexité de la vision d'un Descartes, par exemple, hein, qu'on a beaucoup simplifié, hein, par la suite, mais qui est plus subtil, plus complexe, pas compliqué, mais complexe que cela. Donc on ne peut pas dire simplement c'est un matérialiste mécaniste. Disons que ça, c'est un aspect, évidemment, si on veut le rentrer, hein, dans une case. Mais, et pour ça, il faut, je crois, s'inspirer, comme on disait avec Émile Apo, je crois que c'est une belle image, du jardin anglais. Vous savez la différence qu'il y a entre nos jardins anglais et nos jardins français. Et donc, bon, voilà, les notions anglaises, elles sont la richesse qu'on trouve dans un jardin anglais. Donc c'est un peu sauvage, tout n'est pas bien carré comme dans un jardin à la française. Et, bien séparés, c'est pas comment c'est maintenant, mais quand j'ai vécu, et à l'époque, ça se mélangeait pas du tout. Oui. Oui. Non, mais c'est sûr. Ça fait partie de la complexité. Est-ce qu'il a été suivi, en fait, ces idées par le gouvernement et par l'État? Ah, bah... Il peut avoir des idées, mais qui ne sont pas forcément prises par l'État et qui ne sont pas non plus utilisées. Disons qu'il va se faire beaucoup d'ennemis, évidemment, avec cette idée, et surtout aussi de la part de l'Église, parce que là, on demandait à l'Église de rentrer dans le rang et de se soumettre à l'État souverain, ce qui donnait une hiérarchie, hein, par rapport au pouvoir. Et quelque part, c'était, oui, une première prémisse d'une séparation des deux types de pouvoir, ce qui s'est passé. Ouais. Avec Henri VIII. Bah, oui, aujourd'hui, c'est vrai que dans le système anglais, il reste des éléments de ce qu'il a expliqué, hein, le rôle de la monarchie, au niveau du Parlement. Là, il faudrait qu'on étudie. Ça a eu un impact, même si sur le moment, ça n'a pas forcément été bien accepté parce que la période était trop troublée. Et sa relation avec Francis Bacon, puisqu'ils ont vécu pratiquement en même temps, est-ce qu'ils avaient en fait une entente ou bien un différent assez important? Non, il a repris des éléments de Bacon, mais ensuite il a développé. Il a passé aussi quand même beaucoup d'années à Paris, hein, Bacon, donc. Ils ne se sont pas forcément beaucoup connus, hein, rencontrés. Mais il s'est appuyé, disons, sur la vision de Bacon, qui lui a beaucoup moins développé l'aspect politique, hein, Bacon. Bon, peu à peu, on va
on va approcher cette pensée empiriste, hein, qui n'est pas du tout simpliste ni simple, avec différents éclairages. Hein, donc là. J'avais noté une jolie phrase que tu avais dite, qui est la sienne, l'État est un Dieu mortel. Ah oui, l'État est un Dieu mortel. Ops. Est un Dieu mortel. Oui, oui. Donc, oui, c'est une. Merci, je ne me rappelais pas que j'avais dit ça. Donc, c'est une belle expression, hein, très contradictoire aussi, hein, d'un Dieu donc tout-puissant et souverain, et en même temps, quand même, dans un espace-temps avec des limites. Avec des limites. Oui, c'est une très belle expression. Merci de nous l'avoir rappelé. L'État est un Dieu mortel. Bon, voilà, ce premier pas d'une meilleure connaissance des philosophes empiristes anglais.